Bonjour. Bon 30 mars, beau printemps. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Je m'appelle Dominique Hardy, responsable des programmes publics ici au musée. Ça me fait un plaisir de vous accueillir par cette belle après-midi ensoleillée et pour cette nouvelle série qui est fort attendue, je pense qu'on s'entend là-dessus, de conférences par François-Marc Gagnon de l'Institut de recherche en art canadien, Gail et Stephen Jaroslawski de l'Université Concordia. Alors que l'ensemble des activités culturelles du musée reçoit le soutien généreux de René Malo et Marie Gagnon, nous souhaitons remercier l'Institut qui rend possible cette série à chaque année. En effet, depuis 2001, Professeur Gagnon s'est attardé aux grands artistes canadiens des 18e, 19e et 20e siècles. Vous en êtes nombreux à témoigner des parcours qu'on a fait ensemble avec lui. Et en montrant l'évolution du paysage, de l'abstraction, du réalisme, du portrait comme sujet rassembleur. Cette année, il se penche sur un nouveau sujet, la spiritualité en art canadien. François-Marc Gagnon est le premier titulaire de cette chaire de recherche en art canadien, Gail et Stephen A. Jaroslawski. Il est mondialement connu pour sa remarquable érudition en matière de culture visuelle canadienne. Professeur dynamique, vous le savez bien, il a toujours su stimuler l'intérêt de ses étudiants et de ses nombreux auditoires. Il a enseigné à l'Université de Montréal pendant de nombreuses années, où il a mis au point plusieurs programmes de recherche. Il est lui-même un chercheur prolifique. Il a reçu la médaille du gouverneur général pour sa biographie critique de Paul-Émile Bordua, publiée en 1978. Et seulement depuis 1996, il a une quinzaine d'importantes monographies et catalogues d'expositions à son actif, portant sur l'art canadien, notamment la chronique du mouvement automatiste québécois, publiée en 1998, qui a été primée. On lui doit de nombreuses études sur les artistes tels que Marcel Barbeau, Jacques Urtubise, Jean-Paul Riopel et plus récemment Cornelius Krieghoff, en marge de l'exposition itinérante Krieghoff's Canada, qui a été mise sur pied par le Musée des Beaux-Arts de l'Ontario. Et vous aurez le plaisir de le relire cette année parce qu'il participe au grand projet rétrospectif de Edwin Holgate qui sera présenté ici de mai en octobre, 2005. Avec cela, je vous demande, mesdames et messieurs, d'accueillir chaleureusement François-Marc Gagnon. Alors, je suis très touché par votre présence parce que quand j'ai vu le beau soleil, j'ai dit je n'aurai pas un chat, ça va être. Et là, alors donc on commence une nouvelle série. Je voulais trouver un titre, alors on a dit Art canadien et spiritualité. Je me dit ça me fait bien, mais en réalité, ce dont je veux parler, c'est des rapports entre l'art canadien et la religion. Et si vous voulez, même avec l'univers religieux. Et j'ai pensé comme première présentation de nous plonger dans l'art des Premières Nations, en me disant que là, on a certainement une qualité artistique importante et aussi éventuellement des contenus religieux, évidemment pris dans un sens peut-être différent de ceux auxquels on est habitué, mais qui pourraient en tout cas, après définition, s'appliquer. Alors, la première question que je voudrais poser, malgré tout, c'est est-ce que on risque pas de faire un peu erreur, ou en tout cas de ne pas être tout à fait au point, en parlant à la fois d'art à propos des objets créés par les Premières Nations, par les Amérindiens, et aussi en parlant de religion. Et c'est vrai que c'est des questions que les tout premiers Européens qui sont venus ici en Amérique se sont posées et ont en général répondu par la négative. Hein, quand les révérends pères jésuites qui viennent ici évangéliser les Indiens au XVIIe siècle, voient les quelques œuvres d'art, enfin, qu'ils mentionnent, enfin, parce qu'ils n'en parlent presque pas. Ils emploient deux mots pour les caractériser. Ils parlent de grotesque et de marmousset. Et ce pas des mots qu'on emploie encore beaucoup maintenant, mais c'est certainement péjoratif. Hein? Ce n'est pas du tout une façon gentille de décrire les masques des Indiens iroquois ou peu importe ce qu'ils ont pu voir. Et ensuite, évidemment, quand ils parlent de leur religion, ils parlent de
superstition ridicule ou quelque chose comme ça. Donc, c'est très vite réglé à ce niveau-là. Et on peut dire que depuis, on a fait un peu de chemin, enfin, cette espèce d'ethnocentrisme, hein, c'est-à-dire que la seule religion, c'est la nôtre, on ne peut pas en voir chez les autres, la seule culture, c'est la nôtre, on n'en voit pas chez les autres. Ça, c'est bien dépassé maintenant. Il reste que, même avec la meilleure intention, de parler, disons, d'un point de vue qui serait purement esthétique des œuvres d'art indiennes, risque de nous faire manquer quelques aspects de leur signification. Et c'est dans ce sens-là, je pense que la question vaut la peine d'être posée. Quand on parle d'art, et surtout si on en parle exclusivement, est-ce qu'on ne risque pas, enfin, de manquer certains aspects qui étaient importants pour les Indiens eux-mêmes, enfin, pour leur perception de ce qu'on appelle, nous, leurs œuvres d'art? Il est certain qu'en disons, soulignant l'immense qualité artistique de leurs travaux, en les achetant, les mettant dans nos musées, on a aidé à une certaine reconnaissance culturelle de ces peuples-là. On leur a donné, si vous voulez, une identité grâce à ces œuvres-là. Mais en même temps, on a risqué d'occulter certains aspects, certaines significations de leurs œuvres. Comme par exemple, si vous pensez à un totem construit sur la côte ouest, là, parce que c'est surtout de ça dont je vais m'occuper aujourd'hui. En fait, je vais prendre des exemples surtout chez les Amérindiens de la côte nord-ouest. Si vous pensez à un totem, celui qui l'a fait, en fait, le meilleur sort qu'il pouvait espérer pour son totem, c'est pas d'aboutir dans le musée. Hein? Et pour lui, d'ailleurs, ce n'est pas d'abord une sculpture. Hein? C'est essentiellement un marqueur de territoire. Hein, c'est-à-dire où le totem se trouve, ça veut dire aussi ce territoire qui est autour m'appartient et aussi éventuellement appartient à ma famille, à ma lignée. Hein, donc il y a un côté clan aussi qui est là, qui est exprimé là-dedans. D'ailleurs, souvent les personnages qui sont représentés là sont des personnages mythiques qui sont reliés à la famille en question. Et donc, finalement, on pourrait dire que le totem a aussi une valeur politique, si on veut, pour celui qui l'a fait. Hein. Alors, le problème, c'est pas de dire qu'ils ne sont pas sensibles à la valeur esthétique de leurs œuvres, parce qu'ils peuvent bien l'avoir, mais ce n'est pas la seule valeur. Hein. C'est ça qu'il faut essayer de voir, et donc c'est là qu'il faut être un peu attentif. On pourrait poser la même chose pour le côté religieux. Il y avait eu, à un moment donné, le Club optimiste de Vancouver avait eu l'idée très saugrenue de commander un totem dans lequel on aurait eu la figure de Bob Hope et de Bill Crosby, tu sais, parmi les personnages là. Et là, ça m'a frappé, il y a un chef qui s'appelle Lewis Sinclair, qui est un chef de Kitwanga, qui a dit, qui a été très scandalisé par cette affaire-là, puis il avait un peu raison, il a dit « Totem poles are the sacred memorial of the historic property of our forefathers. Hein? Alors donc, on peut commencer à mettre Bobo puis Bing Crosby dans les totems. Hein? Alors donc, pour lui, en plus, on voit, il lui donne non seulement, enfin, c'est un signe de propriété, si on veut, propriété de nos ancêtres, mais c'est aussi un signe sacred, hein, religieux. Enfin, donc, ça a aussi une dimension religieuse. Hein? Alors, et là, c'est là, si vous voulez, ce qui est arrivé un peu en histoire de l'art là-dessus, c'est qu'on a maintenant une critique un peu post-coloniale, on commence à se rendre compte de ces aspects-là, et on voit, le paradoxe a été qu'au moment où on a commencé à percevoir l'intérêt esthétique des œuvres des Indiens, c'est aussi le moment où on commence à les dépouiller de leur terre. Hein? C'est la même époque où on fait des land claims, là, où les gens arrivent et disent ben, on va vous acheter votre terrain là, pour pas grand-chose, etc. Puis en même temps, on va prendre les totems, puis les sculptures, les masques, sculptures, on va tout apporter ça au musée de Victoria ou au musée de Vancouver. Et au fond, à première vue, ça paraît une attitude paraît très positive, l'autre très négative. Une, c'est vous reconnaissez l'intérêt universel de l'art des Indiens, puis de l'autre, vous les dépouillez de leur terre, vous faites des programmes d'éradication de leur langue, etc. Vous voulez les assimiler d'une certaine façon. Mais au fond, c'est deux versants de la même attitude. Hein? C'est que, d'une certaine façon, vous utilisez le culturel pour occulter le politique. Hein? Et donc, à ce moment-là, ce que j'en conclus, c'est que non pas que ces œuvres-là n'ont aucun intérêt esthétique, mais que ce n'est pas leur seul intérêt. Hein? Et que quand on traite de ces objets-là, il faut faire attention un peu, il faut toujours avoir en tête un peu cette dimension-là, et de manière à leur rendre justice, enfin, de démontrer tels qu'ils sont. Hein? Alors, est-ce qu'on peut faire le même type de remarque à propos de la religion?
Et là, il m'est venu un parallèle. Je me dis, OK, on apporte un totem, puis on le met dans un musée. Est-ce que c'est pas un peu ce qu'on fait quand on prend, mettons, un tableau religieux de la Renaissance ou du Moyen Âge, mettons une Madone, et qu'on l'apporte au musée? Hein? C'est-à-dire qu'on le sort, on le décontextualise, on le sort de son contexte. Et en fait, on se rend compte aussi que pour le commanditaire qui avait, dans le temps, disons au Moyen Âge, qui avait commandé à un artiste de faire une Madone, sa première relation avec l'objet n'est pas esthétique. Hein? Il ne veut pas juste une œuvre d'art, il veut une œuvre de dévotion, il veut quelque chose avec lequel il va prier. Hein? Et ce n'est que beaucoup plus tard qu'on commence à décontextualiser les objets, les mettre au musée et là, les réduire, si vous voulez, simplement à leur valeur esthétique. Hein? Donc, on pourrait voir une espèce de parallèle là aussi. Sauf qu'en plus, il faut poser la question, est-ce que les conceptions spontanées qu'on a du religieux, de la religion, s'appliquent toujours quand on parle de cultures aussi différentes là, de la nôtre que celle des Indiens du Nord-Ouest? Hein? J'avais envie de vous citer un passage du philosophe français là, qui est mort récemment, qui s'appelle Jacques Derrida, qui posait exactement cette question-là. Il dit « L'histoire du mot religion devrait, en Genèse, interdire à tout non-chrétien de nommer religion pour s'y reconnaître ce que nous désignerions, identifierions et isolerions de cette façon. » Pourquoi préciser ici non-chrétien? Autrement dit, pourquoi le concept de religion serait-il seulement chrétien? Pourquoi, de toute façon, la question mérite d'être posée et l'hypothèse d'être prise au sérieux? Alors, la raison est la suivante, c'est que dans la plupart des cultures, le phénomène religieux n'est pas séparé. Il est inclus. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, en indo-européen, vous n'avez pas de terme qui désigne la religion. Et pourtant, le phénomène est global, on le trouve partout. Il n'y a pas de culture qui n'a pas eu une religion. Et là, on voit, c'est parce qu'il n'y a pas un secteur qui serait le secteur profane et le secteur religieux. Hein? Alors là, quand on va avoir affaire, évidemment, avec les Indiens de la côte ouest, à des cultures comme ça, dans lesquelles il y a des dimensions religieuses à tous les objets, hein, si on veut, mais en même temps, ce n'est pas séparé, ce n'est pas isolé du reste, comme on aurait dans le christianisme qu'on connaît, le christianisme d'aujourd'hui. D'ailleurs, on pourrait faire une réflexion, je suis en introduction de ma série, c'est pour ça que je fais des réflexions un peu générales, mais disons, on pourrait faire une réflexion sur le thème religion et sur le thème sacré, pour introduire, si vous voulez, à ce qu'on va dire après. Comme vous savez, enfin, l'étymologie du mot religion est discutée. On a deux étymologies possibles. Enfin, ça pourrait venir de relegere en latin. En fait, c'est certainement deux mots latins à l'origine. Et dans relegere, ça veut dire, relego, ça veut dire rassembler. Et donc, on pourrait dire, à ce moment-là, la religion, c'est ce qui rassemble une société, une communauté, disons. On a une série de monde qui s'entend, on est tous des catholiques, on est tous des protestants, on est tous des bouddhistes, etc. Donc, c'est une manière de rassembler les gens. Et l'autre étymologie, c'est religere, donc c'est très, très proche, si on veut, au point de vue son. Et ça veut dire, au contraire, connecter, lier. Et là, ça veut dire, donc, connecter au sacré, connecter à l'au-delà, de ce qui n'est pas, disons, profane, ce qui n'est pas du monde qu'on connaît, du monde visible. Hein. Mais en réalité aussi, on pourrait dire que les deux étymologies ne sont pas contradictoires. Hein. On pourrait dire qu'une même société a les mêmes façons de se relier à l'au-delà, au sacré. Alors, ce qui les réunit, c'est aussi une façon de se relier à ce qui est étrange ou mystérieux, qui serait au-delà de ce qui est la vie courante. Hein. Alors, le sacré, alors ça, le religieux entendu de cette façon-là, il est observable, il se traduit dans des croyances, il se traduit dans des rituels, il se traduit dans des objets, des images, et on peut étudier ça objectivement, enfin, même si vous n'êtes pas religieux, vous pouvez, à titre d'anthropologue, décrire ces choses-là. Le sentiment du sacré, ça, c'est plus compliqué, c'est plus subjectif, et ça varie d'un individu à l'autre, ça varie d'une culture à l'autre. On dit que les gens qui font l'expérience de changer de religion se rendent compte que le sacré d'une religion n'est pas celui de l'autre. Hein? Et que tout d'un coup, les habitudes qu'on avait prises ne marchent plus. Là. Il faut changer, il faut être branché sur autre chose. Et dans le sacré, il y a toujours cette idée un peu de quelque chose de dangereux, de quelque chose d'immense. Freud employait le terme
espèce de sentiment océanique. Hein. C'est comme on était perdu dans quelque chose d'immense qui nous dépasse, qui est beaucoup plus grand que nous et qu'on n'arrive pas trop à contrôler. Et c'est pour ça que, d'une certaine façon, une des fonctions des religions, c'est ça, c'est de contrôler le sacré, c'est de le canaliser. Et en général, on demande à des spécialistes de le faire, des prêtres, des chamans ou des devins hein, qui s'occupent de ça. Eux, c'est leur spécialité. Et ensuite, ils tentent souvent de le fixer quelque part. Alors, il va y avoir un temple, il va y avoir une caverne dans laquelle ça va se passer, il va y avoir une église, et le reste, ben, on va avoir la paix autour. Là, mais le sacré, lui, il va être concentré quelque part, il va être fixé quelque part par des, on pourrait dire, des spécialistes, des gens dont c'est la tâche. Hein. Alors, vous voyez qu'on a deux univers, un univers objectif qui est celui des religions, qui serait un peu, si vous voulez, la face visible du phénomène, et le phénomène du sacré qui est plus personnel, qui est plus subjectif, qui est plus difficile à définir, mais les deux se complètent d'une certaine façon. La religion, c'est le côté visible, c'est le côté social, si on veut, qui fait que le sentiment du sacré est encadré et est exprimé dans des dogmes, il est exprimé dans des rituels, liturgie ou autres, et il se traduit aussi dans des édifices, dans des images, etc. Tandis que le sacré lui-même, ben là, c'est le tout autre, c'est le monde qu'on ne connaît pas. Évidemment, on a fait des explications rationnelles de ça. Je parlais de Freud tout à l'heure. On pourrait dire que Freud voit ça comme une espèce de prolongement un peu infantile de la petite enfance. Il dit quand on était petit, on avait peur de ce qui allait nous arriver et soudain, on découvre que notre mère est notre première protectrice, mais surtout le père. À un moment donné, c'est lui qui est le plus mauvais, là, un peu plus dur. Alors là, il devient le protecteur, mais en même temps, le dangereux. Hein, une espèce d'ambivalence dans la relation du fils du père. Surtout chez Freud, ça revient tout le temps, ça. Le père est toujours vu de façon un peu négative. Et là, il dit, à partir de là, on aurait construit l'idée d'un Dieu, enfin, qui est à la fois quelque chose qu'il faut amadouer, un peu contrôler d'une certaine manière, puis d'un autre côté, duquel on attend la protection, on attend la grâce, ou tout ce que vous voudrez. Vous comprenez hein, qu'on peut imaginer ça. Mais même ce genre de raisonnement-là, qu'on trouve chez Freud ou d'autres, qui a l'air de dire, en fait, que le religieux n'est qu'un restant, si on veut, d'attitude infantile, même ça ne règle pas grand-chose quand on voit l'importance du phénomène au niveau historique. En fait, il n'y a pas une civilisation qui n'a pas une religion. Hein? Il n'y a pas une civilisation qui n'a pas senti ce besoin-là de contrôle de ces forces obscures, là, peu importe d'où ils viennent, peu importe comment on les imagine. Et donc, à ce moment-là, on pourrait dire on est devant un phénomène global qu'il faut prendre tel quel. Et peu importe, en fait, les explications plus ou moins rationnelles qu'on veut en donner. Hein. Là, je vais partir ça fait longtemps qu'elle est là, ma petite grenouille, mais je vais y arriver. Je vais partir de quelques thèmes, parce qu'on ne peut pas tout faire. Enfin, j'ai pris juste deux thèmes tout à fait opposés. Deux motifs, disons, qu'on trouve dans l'art des Indiens de la côte ouest, dans lesquels vous allez voir les animaux ont une importance. Vous allez me dire, qu'est-ce que les animaux viennent faire avec le sacré? Hein? Et en fait, ils sont importants pour ça, puis dans plusieurs cultures, c'est comme ça aussi, c'est que les animaux, c'est des présences un peu furtives. Hein? On ne les voit pas toujours, ils apparaissent tout d'un coup. Souvent, ils sont très dangereux. Souvent, ils sont plus forts que nous. Et donc, ils sont souvent... il faut négocier avec eux. Il faut arriver à trouver une façon de les intégrer, enfin, soit par la mythologie, soit par les sculptures, tout ça. Et alors, j'ai pensé de prendre un premier exemple, la grenouille dans la mythologie des Indiens de la côte ouest. Vous allez me dire, vous avez mal choisi votre exemple, parce que ce n'est pas un animal bien dangereux. Hein? Il n'a pas l'air bien épouvantable. Là, vous avez, ce que vous avez à l'écran, c'est une broche, en fait, c'est un bijou fait par Bill Reed. Hein? Bill Reed, qui est un sculpteur Haïda. Bon, c'est-à-dire sa mère est Haïda, mais son père était européen. Et il avait une formation d'orfèvre. Alors, il a fait des objets d'orfèvrerie, si on veut, ou des bijoux, des bracelets, des choses comme ça, souvent en or, comme ici. Ça, c'est tout petit. Alors là, vous l'avez grossi considérablement. Et les yeux, on ne le voit pas bien sur la photo, là, mais ils sont faits avec du coquillage d'abalone, qui est ce beau coquillage qui donne des irisations extraordinaires, là, que les Indiens utilisent beaucoup eux-mêmes aussi. Alors, il a mis ça pour les yeux. Et donc, on a un petit objet comme ça. Mais justement,
quand on replace alors, on pourrait le décrire de façon purement esthétique, dire c'est cute, ça, j'aimerais savoir ça, je trouve ça beau, etc. Hein, on pourrait s'en tenir à une espèce de description esthétique. Mais quand vous voyez les mythologies qui sont autour de ces thèmes-là, là, vous vous rendez compte, au contraire, que ça a une dimension beaucoup plus importante, et surtout que, en effet, la grenouille est prise, le mythe de la grenouille parle de son côté très dangereux. Vous allez voir pourquoi. Alors, le mythe qu'on raconte toujours, oui, j'ai signalé, attends, je vais juste vous situer ça sur une carte, j'ai signalé que Bill Reed était Haida. Hein? C'est bon que vous sachiez à peu près où ils sont, là. Les Haïdas sont dans... Je ne sais pas, je vais arriver à vous montrer ça ici avec ça, là. Oups! Qu'est-ce que c'est ça? Non! Je veux rien. Ici, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ah, bon. Les Haïdas sont sur l'île de la Reine Charlotte. Hein? Alors, c'est pour ça que je voulais juste vous situer ça. Vous voyez, l'île de Vancouver est ici. Alors, eux, ils sont dans cette région-là. Et Bill Reed, d'ailleurs, s'est beaucoup inspiré de leur art. Ils sont sur la côte, d'ailleurs, c'est pas mal les artistes les plus importants avec les Kwakiutl qu'on va voir plus loin. Disons que je reviens à ma grenouille et je vous raconte un peu ce mythe à propos d'elle. Alors, c'est une version Tsimshian du mythe, mais en fait, peu importe, on trouve le mythe dans plusieurs versions, mais avec toujours à peu près les mêmes éléments. Alors, on raconte que 3 petits garçons qui jouent comme ça dans la forêt et qui se font un petit feu. Et là, tout d'un coup, il y a une grenouille qui arrive et qui va aller vers la rivière. Alors, les garçons la prennent puis la rejettent dans la forêt. Elle revient, elle fait ça 3 fois. Souvent, dans les mythes, il y a 3 fois. Et là, la 3e fois, il la jette dans le feu. Alors, elle meurt, évidemment, dans le feu. Et là, la mère de la grenouille, qui est la femme volcan, découvre que son enfant a été tué et elle demande au village de punir ces 3 garçons-là parce qu'ils ont détruit sans raison un élément de la vie, en fait, si on veut. Et là, les villageois trouvent ça drôle, ils disent la femme volcan est folle, on s'en occupe pas. Et là, évidemment, vous imaginez ce qu'elle fait. Elle fait éclater une des montagnes qui se met à couvrir tout le village de lave et fait disparaître le village complètement avec tous ses habitants. Alors là, on voit d'une certaine façon, il y a une espèce de cohérence dans le mythe. La grenouille qui est morte par le feu déclenche une punition où tout le village meurt par le feu aussi. Hein, vous voyez que c'est comme proportionnel d'une certaine façon. Et il y a d'autres versions du mythe qui ajoutent en plus que parmi les villageois qui ont ri d'elle ou qui n'ont pas cru qu'elle ferait quoi que ce soit, il y en a une, au contraire, une jeune femme avec son fils qui dit « il faut la prendre au sérieux, moi je m'en vais d'ici ». Alors, c'est la seule qui est sauvée, évidemment, du cataclysme. Et elle s'en va, elle raconte qu'elle part à travers l'endroit est tout brûlé, évidemment. Elle s'en va jusqu'au bord de la mer. Et là, regardez, si je reviens à ma carte, vous allez voir ce qu'elle fait. Non, c'est plus loin. Elle est sur les îles de la Reine Charlotte. Elle va sur le bord de l'eau. Elle traverse... Oups! Elle traverse de l'autre côté. Et elle se trouve... tout d'un coup, en territoire Tsimshian, elle marie quelqu'un de ce côté-là, et son fils finit par venir, lui, chez les Haïdas. Alors là, il y a tout un côté géographique aussi qui s'ajoute au mythe et qui se traduit bien par, la géographie où les choses se passent. Alors, quand on voit ça, on voit là que tout d'un coup, notre histoire, le petit objet de rien, prend tout d'un coup une valeur, au fond, mythologique. Hein? Et là, elle fait partie de ces choses un peu dangereuses qui peuvent arriver à quelqu'un qui ne respecte pas, en particulier, l'équilibre de la nature. Hein? C'est un peu ça qui est un peu la morale, si on veut, du mythe. C'est une morale un peu écologique, si on veut, mais en tout cas, de toute façon, c'est un peu ça. Hein? Si vous tuez pour tuer, au lieu de tuer parce que vous en avez besoin pour manger ou pour vous vêtir, ben là, vous débalancez l'équilibre de la nature, puis là, il va vous arriver des cataclysmes épouvantables. Hein? Alors, donc, c'est une façon certainement efficace d'enseigner ce genre de valeurs-là, mais là, on voit justement que dans un objet aussi simple que ça, on a toutes sortes de significations possibles qu'on n'aurait pas. Là, je vais revenir, je pense que c'est ça. Oui, je vais vous montrer ça maintenant. Alors là, je vais vous montrer
des variations, si vous voulez, du même thème qu'on va retrouver dans toutes sortes de contextes. Hein. Et c'est là qu'on voit, quand on la retrouve comme ça dans toutes sortes de contextes, on se dit, bien justement, ce n'est pas juste un élément esthétique là, qu'on pourrait juste trouver beau. On voit à chaque fois, ça pose des problèmes de quelle est la signification de cet objet quand on le replace dans son contexte. Hein. Ici, vous l'avez en forme de bol, si on veut. Ça fait c'est un petit bol, en fait, qui mesure à peu près 12 pouces, enfin un pied, mettons, de large. Alors, moi, je suis assez vieux pour encore comprendre les pieds et les pouces, là. Mais c'est à peu près grand comme ça. Hein? Donc, qui peut contenir pas mal de choses, quand même, qui peut contenir de la nourriture. Et là, on voit que ce que l'artiste a fait, il a utilisé, en fait, la forme d'un bol, il a intégré complètement la forme de la grenouille à ça, de façon très efficace, d'ailleurs. Il a ramené les pieds un peu en dessous, etc. Et on pourrait dire, on a l'impression même que la grenouille sort du bol. Elle est comme une expansion du bol lui-même. Hein? Or, ce genre d'objet-là était... celui-là, il vient des Tlingits. Alors ça, c'est tout à fait au nord. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, là. C'est quelque part ici. Hein. Eux, les Tlingits sont vraiment à la limite du Canada et de l'Alaska, à peu près. Hein. Donc, ils sont plus au nord que les Haïda. Et donc, c'est de cette région-là que vient ce petit objet-là. Et là, on voit, alors là, je vous essaie de vous reconstituer un petit peu le contexte dans lequel ces bols-là sont utilisés. C'est au cours des fêtes. Hein. Et là, les familles qui reçoivent utilisent les symboles ou les totems de leur famille sur les objets qu'ils servent. Hein? C'est pas le bol avec la grenouille, ce n'est pas une chose qu'on utilise tous les jours. Ça. On l'utilise dans le contexte d'une fête religieuse. Et là, la première chose qu'ils font, ils sortent avec un immense plat comme celui-là. Ça mesure plus d'1,5 mètre, ça, cette affaire-là. Alors donc là, on a un plat énorme comme ça. Ils sortent dehors avec ça. C'est plein de nourriture fumante, là, si on veut. Et là, avant de manger, on raconte les mythes. Par exemple, ici, il s'agit d'un loup, là, ou de 2 loups, d'une certaine façon. On va raconter les mythes du loup lié au clan qui vous reçoit. Là. Celui qui donne la fête, là, lui, il va expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire, le loup pour sa famille, etc. Donc, ils sortent ça. Puis ensuite, alors, ils vont se mettre à puiser là-dedans avec des magnifiques cuillères comme ça en bois. Là aussi, vous avez toujours des éléments décoratifs. Si vous regardez ici, il y a une tête d'oiseau qui tient le bout de la cuillère. Puis à l'autre bout, il y a une figure d'un personnage qui ouvre la bouche démesurément grand. Bien, c'est une bonne idée. Hein, si vous servez à manger, que le monde ait un peu d'appétit, alors vous leur faites des grandes bouches. Et finalement, vous avez des cuillères qui ne sont pas ornées, là, qui sont faites soit en corne, comme les deux à droite, ou en bois. Ils sont faits à partir des cornes de chefs de montagne. C'est d'ailleurs travailler avec la vapeur, pour pouvoir les rendre plus souples, pour être capable de les étendre, si on veut, puis ensuite de couper dedans. Et là, alors, vous avez tous les éléments de la cuisine, si on veut, pour cette fête. Hein? Alors, mais là, le fait que certains de ces objets-là sont marqués par des symboles montre le côté politique de ça. Hein? Il y a une dimension politique. C'est-à-dire que ça veut dire, ça appartient à tel chef, ça appartient à telle lignée, et voici les symboles, les totems de notre clan, de notre groupe à nous, qui sont différents des vôtres. Là, on vous reçoit dans nos plats, nous autres, avec nos signes, et puis on vous explique aussi ce que c'est en même temps. Hein? Alors, vous comprenez que là aussi, même des objets qu'on pourrait décrire comme purement utilitaires au début, esthétiques aussi, tout d'un coup aussi prennent ces autres dimensions. Hein? Puis éventuellement, bien, si vous rattachez encore à des mythes, vous êtes dans les dimensions plus religieuses, là aussi. Hein? J'avais après ça, oui, ben là c'est ça. J'avais d'autres exemples, vous allez voir, qui sont assez étonnants, hein, comme celui-ci, où ils ont fait une espèce de marionnette avec la grenouille. Hein? Et ça, c'est des danseurs qui utilisent ce genre d'affaires-là. En fait, ils rentrent dans la salle, bon, ils sont tout costumés, ils ont des masques, etc. Puis ils se promènent avec cette grenouille-là, mais qui est assez grosse, hein, c'est à peu près gros comme ça, donc c'est un peu étrange. Elle roule par terre. Si vous remarquez, sous la grenouille, il y a une espèce de petit morceau de bois ici qui aide à rouler. Puis ensuite, il faut imaginer qu'il y a des cordes qui montent. Alors donc, il peut la manipuler un peu. Et même en dessous ici, c'est du tissu qui est là. Et donc, ça veut dire qu'il peut la gonfler aussi. Tu sais, comme une grenouille
qui peut, comme ça, donner... Alors, il fait toutes sortes d'éléments, si on veut, qui la rendent le plus réaliste possible, puis un peu épeurante. Il faut imaginer, vous êtes au milieu d'une grande maison, là, et tout à coup, un danseur arrive tout costumé, puis il y a cette espèce d'affaire-là qui le suit par terre. Vous ne voyez pas trop les fils. Alors, donc, là aussi, hein, c'est toujours dans des contextes religieux, lors d'une danse, en fait, si on veut, que tout d'un coup, un objet comme ça, qui pourrait être vu simplement comme une petite marionnette pour amuser les enfants, là, devient tout d'un coup un peu mystérieux, un peu différent, et fait allusion encore à ce thème-là. Hein. Là, vous le retrouvez ici, alors là, dans un ouvrage en argilite. Vous savez que j'ai pas fait de distinction dans ma présentation entre ce qui est ancien et ce qui est moderne, au fond, parce qu'on assiste aujourd'hui à un tel renouveau de l'art des Indiens de la côte ouest que c'est un peu ridicule de commencer à dire « oh, ben ça, c'est récent, etc. » Les artistes d'aujourd'hui, comme Bill Reed ou des gens comme ça, sont des artistes considérables. Hein? Ils ne sont pas du tout juste des copieurs de leur tradition. Ils créent des choses, etc. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas voulu faire de distinction là-dessus, mais c'est sûr que ça, c'est une œuvre plus récente, faite en argilite, et dans lequel, alors là, le thème de la grenouille, vous le retrouvez partout. En fait, tout le plat est en forme de grenouille, mais vous en avez deux petites aussi au-dessus, ici, qui communiquent par la langue. Ça, c'est un thème, on va le retrouver à quelques reprises. Il semble, en fait, c'est difficile à expliquer, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais il semble que c'est comme une transmission de pouvoir. Hein? Peut-être par la parole aussi, vous parlez à l'autre et l'autre vous parle, et donc vous avez une espèce de communication comme ça. Et là, ce bol-là, lui, est très sacré, il sert à recueillir l'eau de pluie. Et là, évidemment, on vous rappelle, en fait, tous les liens qui existent entre la grenouille et l'eau. Hein. C'est sûr que la grenouille fait le passage de la terre à l'eau, mais aussi c'est la première qui chante au printemps et donc qui marque le retour de l'eau. Et une chose plus mystérieuse, disons, les grenouilles voient dans l'eau. Et ils sont alors à ce moment-là capables de voir les trésors cachés dans l'eau. Et là, vous n'avez qu'à penser, tu sais, les rivières du nord de la côte ouest, au Yukon même, où on avait des pépites d'or, etc. Alors, les grenouilles sont souvent perçues comme ça, comme les gardiennes des trésors de la terre, parce qu'ils voient dans l'eau. Hein? Alors, donc, tout cet aspect-là, on pourrait dire, est aussi implicite dans un objet de ce type-là, hein, qui est fait pour recueillir de l'eau de pluie et pour la purification, enfin, donc, qui est un objet vraiment sacré cette fois-là. Hein. Vous avez aussi des fameux hochets. Hein, enfin, on dit souvent que c'est des hochets de chaman. En fait, c'est un... Vous voyez, il y a un manche là, à l'autre bout. Ici, il est monté sur un petit piédestal, si on veut, mais il y a un manche ici qui est tenu comme ça. Et ils appellent ça, en fait, des hochets de corbeau. Raven Rattle, en anglais. Mais c'est parce que c'est relié au thème principal ici, qui est un corbeau. Mais si vous remarquez, sur le dos, il y a un petit personnage couché, et sur lui, il y a une grenouille, et derrière lui, il y a une tête d'oiseau qui est probablement un martin pêcheur. Hein? Et souvent, le ventre du hochet, qui est ici, porte un autre animal, comme ici, c'est probablement un épervier, là, avec son bec recourbé. Et donc, tout est de façon très économique, si on veut, chaque chose est à sa place. Et là aussi, enfin, chaque fois, il y a des variantes un peu à partir de ces thèmes-là. Enfin, les artistes peuvent changer, ils peuvent de temps en temps ajouter d'autres éléments, etc. Et on dit souvent, c'est des hochets de chef. Hein? Et quand ils font le bruit comme ça, on dit, ça fait le bruit d'un oiseau qui sort de l'eau. Hein? C'est-à-dire que c'est vrai que vous mettez des petites pierres là-dedans, puis vous faites un peu vous agitez ça, ça ne fait pas le bruit du corbeau, ça fait un bruit d'un corbeau qui sort de l'eau. Hein? Et là, c'est souvent utilisé en fonction de remémorer les chefs disparus. Enfin, donc là aussi, c'est toujours un contexte culturel, un contexte évidemment à la fois religieux et politique qui entoure ces objets-là. Celui-ci, c'est un objet relativement récent. Regardez, un objet ancien fait exactement avec les mêmes thèmes ou à peu près. Hein? On retrouve le corbeau ici, on trouve le petit personnage, sauf que lui, ici, tout d'un coup, il y a une tête d'ours. Hein? Un personnage humain, mais avec une tête d'ours. Et là, il n'y a plus de grenouille, apparemment, elle n'est plus là, mais il communique par la langue directement avec le martin pêcheur qui est là. Hein? Par contre, la grenouille, je vais vous montrer, elle est ici quelque part. Elle est sous le... Tu sais, si on renverse le même objet, et là, vous voyez, bon, il y a deux yeux, il y a un bec recourbé, puis ici, il y a une grenouille. Enfin, c'est difficile à... Vous êtes obligé de me croire.
Regardez, on la voit, je pense, hein? Ouais. Elle est là. Elle a l'air presque d'une figure aussi, c'est assez étrange, en fait. Alors donc, là, on retrouve les mêmes éléments que tout à l'heure, mais dans un autre ordre. Tu sais, comme si on jouait avec des éléments. C'est toujours comme ça, c'est toujours très connecté les uns avec les autres. Et on obtient tout d'un coup, comme ça, des combinaisons différentes selon les gens. Je vous montre 2 ou 3 autres exemples. Disons, ici, bon, là aussi, on a la combinaison d'un oiseau, enfin probablement d'une espèce d'aigle, avec peut-être un crapaud plutôt qu'une grenouille, là, dans la façon dont il est présenté. L'aigle lui-même, voici, il y a un petit personnage humain, souvent pour... Alors ça, c'est plutôt des considérations, disons, esthétiques, souvent pour signifier l'articulation, disons, d'une aile par rapport au corps, on va ajouter un petit peu un œil ou un personnage ou quelque chose comme ça qui fait l'articulation. Alors, ça explique la présence du petit personnage qui est là, mais regardez, en dessous, on voit la serre de l'aigle, là, on voit un de ses pieds. Hein. Et ça, c'est un décor de coiffe, en fait, hein, que les chefs portent sur la tête, avec, en général, au-dessus, il y a des espèces de vibrions, là, des phoques, et là-dessus, ils mettent du duvet d'animal, puis quand ils dansent, évidemment, le duvet s'en va dans toutes les directions. Et donc, c'est vraiment là aussi. C'est un objet qui est complètement rituel, qui est complètement... Mais parfois, les présentations sont beaucoup plus difficiles à lire que ça. Jusqu'à présent, on a eu, évidemment, quand je parle de mon thème de la grenouille, on a des représentations plutôt réalistes. Enfin, on les reconnaît, on voit à peu près. Mais ici, disons, la grenouille est transformée dans un tatouage. Alors, c'est un tatouage d'ailleurs Quaquehuatl. Je vais vous montrer après sur une carte aussi, là. Et regardez ici, si vous prenez le personnage de dos, il y a la bouche de la grenouille est ici, il y a ça sur ses fesses, là. Il y a ses 2 yeux. Et ça ici, ce qui est sur ses bras, c'est les pattes en arrière, en fait. Hein, comprenez? Si la tête est ici et regarde vers le bas, ce qu'on voit là, c'est les pattes en arrière de la grenouille, et ce qui est ici, évidemment, c'est les pattes en avant. Et ensuite, il utilise le devant du personnage pour faire un peu l'équivalent, c'est-à-dire qu'il met une grande bouche ici au niveau du ventre, à peu près. Il met ce qu'on pourrait appeler le ventre de la grenouille ici. Puis on voit un petit peu les pattes d'en avant de chaque côté. Puis là, des grandes pattes. Là, alors, quand Boas reproduit cette image-là, il dit l'Indien qui m'a dessiné le personnage s'est fatigué, il n'a pas complété l'autre. Il n'a pas complété l'autre patte de l'autre côté. Puis ici aussi non plus, il y a juste une jambe là, qui est noire. Mais on voit là, à ce moment-là, vous utilisez tout le corps comme un support, au fond, à votre dessin. Et vous jouez avec la tridimensionnalité du corps pour reconstituer votre grenouille à partir de symboles comme ça. Et là, finalement, enfin, ça, oui, c'était pour vous situer les Quaquehuatl. Ils sont ici dans le nord de l'île de Vancouver et un peu aussi devant, là, sur la terre ferme. Hein, c'est là qu'ils sont. Alors, on a revu donc des exemples de Haida ici, Tlingit en haut, Tsimshian, enfin, devant les Haida, et finalement, ici, avec les Quaquehuatl, vous avez un petit peu, là, toute la géographie de ces groupes-là. Alors là, ça, c'est ma grenouille abstraite, la plus difficile à lire. Et là, elle est vraiment dans un décor Haida aussi. En fait, c'est vraiment eux autres qui sont les meilleurs, là, si on veut, les plus étonnants. Et elle n'est pas facile à lire, là, forcément, parce que là, elle est très, très transposée. Hein. Alors, la chose qu'il faut voir, c'est ici, la bouche est là. Hein. La bouche, c'est ça ici, là. Et la bouche n'a pas de dents. Ça, c'est très important. C'est le seul animal qui est représenté sans dents. Tu sais, d'habitude, les loups, tout ça, ils ont toujours des dents épouvantables. Les castors ont 2 grosses incisives en avant. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Puis ils ont une queue rabattue. Alors là, première chose à remarquer, c'est qu'il n'y a pas de dents ici. Alors, presque toute en fait, ce qu'on voit est la tête de la grenouille, hein, correspond à sa tête. En dessous, ici, vous avez comme deux panneaux de chaque côté. Et là, en dessous, on trouve une représentation très stylisée. Regardez un peu les doigts ici. Très stylisée, des pattes d'en avant. Et les pattes d'en arrière seraient ici. Ils sont sur le côté. Il y en a de chaque côté. C'est une présentation complètement symétrique. Alors, avec un minimum d'éléments. Mais là aussi, ça peut apparaître sur un coffre, ça peut apparaître d'une peinture murale sur une maison, etc. Ça veut dire tout le temps, nous, on est des descendants de la mère Volcan, on fait partie du clan de la grenouille, etc. Et
on est relié au clan du Corbeau. En tout cas, c'est vraiment comme une affirmation de lignée à travers tous ces symboles. Hein. Et là, on voit, peu importe les formes que ça prend, de la sculpture, de la peinture, etc., on a toujours toutes ces significations un peu impliquées les unes dans les autres. Et ce qui est passionnant à faire, évidemment, plus on travaille ça, plus on voit qu'on peut passer de l'un à l'autre. Enfin, on voit... Comme par exemple, tout à l'heure, il y avait un personnage à tête d'ours. Alors, ça nous amène aux ours. On a l'impression d'un système qui se tient, qui est cohérent, mais qui est obscur, qu'il faut apprendre, en fait qu'on ne sait pas, on part presque à zéro. Et l'autre thème que je voulais aborder, c'est celui justement de l'ours, pour peut-être là aussi essayer de voir un petit peu comment c'est construit, comment ça fonctionne. Et là, je partais avec cette image-là, et l'image d'un bracelet. Et ça, c'est important, vous allez voir, pour comprendre au point de vue formel comment ces images sont construites. C'est que, imaginez que vous avez le bracelet autour du poignet, et là, donc, vous auriez la tête de l'ours ici au centre. Alors lui, il y a des dents, décidément, il y a la langue sortie, puis il y a les dents pointues, etc. Enfin, un ours, il n'y a pas question de ne pas mettre dedans. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est comme deux moitiés, c'est comme deux profils d'ours. Hein? Surtout, regardez, entre les deux yeux ici, il y a un vide là, qui est là. Et avec, d'ailleurs, ces trois points-là qui correspondent, vous savez, ces chapeaux que les chefs portent là, en forme de cône, comme ça, avec des étages. Là. Alors, c'est un peu ça qu'il a voulu symboliser ici. Mais ce qu'on aurait, c'est deux vues de profil, un œil comme ça, puis un autre œil comme ça, qui se rejoignent au centre. Et là, on aurait, si vous regardez, essayez de faire abstraction de la bouche, si vous regardez juste le sommet avec le nez, on peut imaginer qu'on a un profil d'une tête d'ours. Hein. Mais là, ensuite, on joint les deux moitiés de bouche, si on veut. On en fait une espèce d'unité. Puis, on reporte de chaque côté. Bon, là, vous avez les griffes de l'ours qui sont très grandes, évidemment, qui sont représentées de chaque côté. Et on reporte les deux moitiés de corps de chaque côté de l'objet. Mais quand on le voit comme un bracelet, c'est-à-dire en 3 dimensions, on comprend qu'il fait le tour. C'est comme si vous aviez deux vues de profil de chaque côté du bracelet et qui se rejoignent au centre, comme ça, dans la figure qui est là. Quand on comprend ça, on a la clé de... À peu près toutes les représentations sont toujours construites de la même façon. Là, j'ai pris l'ours, mais enfin, on pourrait le faire avec beaucoup d'autres animaux. Alors là, vous avez aussi un décor très simplifié, là, je pense que c'est un décor de case, ça encore. Une peinture, oui, c'est une peinture Haïda aussi qui représente un ours. Alors, regardez, si vous lisez ça ici comme un dos, et là, comme la moitié de la figure, avec l'œil, puis un bout de bouche ici, une narine, là, vous avez les deux pattes. Hein? C'est comme si vous aviez un ours qui est présenté comme ça d'un côté et présenté comme ça de l'autre. Et ça, les deux ensemble, fait un ours. Hein? Un ours, c'est fait avec deux moitiés d'ours, hein, essentiellement. Mais au lieu de faire une représentation de type tridimensionnel, comme on ferait dans notre tradition à nous, on les analyse, au fond. Hein? On les sépare en deux, on les replie comme ça. Un peu, les enfants font des dessins comme ça, des fois, ce qu'on appelle le rabattement. Là, hein? Quand ils vous représentent, par exemple, une ronde d'enfants, ils sont tous rabattus autour de la ronde. Là. Ceux qui sont en bas sont la tête en bas, ceux qui sont en haut ont la tête comme il faut. Ou bien une rue. Ils vous font une rue, puis ils rabattent les maisons de chaque côté, avec les petits pignons, là, comme ça. Puis vous dites, ben oui, c'est une rue, c'est clair. Alors, ce phénomène-là de représentation de l'espace, il est très fréquent. On le trouve dans plusieurs civilisations. Alors, eux font ça, mais en plus, donc, il y a une perception symétrique, mais en plus, c'est comme une image renversée, c'est comme une image en miroir, hein, puisqu'on a deux profils qui se font face l'un l'autre et qui reconstituent ça, l'ours. Regardez encore un autre exemple de ça où c'est encore plus clair. Surtout si vous remarquez que le dos ici est tout accompagné de petits traits, afin qu'ils présentent, au fond, la fourrure de l'ours. Et là, on voit assez bien, je pense bien, que l'œil, les dents ici sont à une vue en profil. Hein, et qu'on a juste complété ici au centre pour en faire une figure. Hein. Donc, à première vue, on a l'impression d'un ours vu de face, mais à un moment donné, on l'analyse bien, puis on voit bien que c'est comme deux moitiés qui sont rapprochées l'un de l'autre. Évidemment, là, ce que je fais, c'est des considérations purement formelles. Ça aussi, je voulais vous montrer, c'est un exemple Tsimshian. Alors, les Tsimshian sont là, ils sont en face de l'île Charlotte, et je ne reviendrai pas. Là, maintenant, par contre, il faut s'interroger toujours aussi sur les considérations plus mythologiques. Hein? On peut bien expliquer la forme de ces... En fait, comment les artistes indiens ont créé ces formes-là, mais il faut poser aussi la question, quelle est la signification qu'ils donnent. Alors,
la plupart des groupes de ce coin-là ont des mythes sur la mère ours, hein, qui sont importantes. Et alors, en gros, comment le mythe se passe de la façon suivante, c'est que vous avez une jeune femme noble qui se promène dans la campagne et qui est en train de manger des baies, là, tu sais, des framboises ou des bleuets, des choses comme ça, et qui a, pardonnez-moi, mais qui fait un mauvais pas, qui met le pied dans de la merde d'ours. Alors, elle crie, évidemment, comme on ferait tous. Elle dit « Ah, maudite ours qui est bon. » Et là, un beau jeune homme apparaît près d'elle, l'amène dans son village et lui révèle qu'il est ours, lui. Hein? Il se transforme tout d'un coup en ours. Elle tombe amoureuse de lui, et là, ils se marient, puis ils ont des enfants, mais des enfants moitié ourson et moitié humains. Hein? Ils ont 2 fils, moitié ourson, moitié humain. Vous allez voir, ils sont dans mon petite sculpture d'argilite, là. Mais je vous raconte le mythe avant, puis ensuite, je vais vous montrer où c'est. Alors là, tout va bien, sauf que la femme en question et l'ours appartiennent au même clan. Hein? Ils sont tous les deux du clan du corbeau. Et ça, en général, les lois de ce qu'on appelle d'exogamie, c'est-à-dire l'obligation de marier quelqu'un en dehors de son clan, sont très sévères. Si vous vous mariez au contraire dans votre clan, il va vous arriver des malheurs. Hein? C'était donc, si vous voulez, Lévi-Strauss explique ça très très bien, c'est une vieille prohibition contre l'inceste, en fait. Hein? Alors donc, pour ne pas risquer l'inceste, on va jusqu'à l'exogamie, c'est-à-dire qu'on encourage les mariages hors clan. Allez trouver vos femmes et vos maris en dehors de chez vous, sortez de votre clan. Et alors là, au contraire, ils sont tous les deux dans le même clan. Alors là, il leur arrive toutes sortes de malheurs à cause de ça. Hein? Alors à un moment donné, les oursons se perdent en forêt, et là, les frères de la jeune femme qui est disparue comme ça, qui s'est mariée à un ours, la cherche, elle, de tous côtés. Et ils ne savent pas où est rendu. Alors, tout d'un coup, il y en a un des jeunes frères qui trouve les 2 oursons, mi-humains, mi-oursons, puis là, il les reconnaît tout de suite comme, ça doit être les enfants de ma sœur, ça, tu sais, avec leur face d'ours, puis leur derrière d'enfant, je ne sais pas quoi, en tout cas, je ne sais pas comment est-ce qu'il les reconnaît, mais il est sûr de ça. Il les ramène à son village, et là, le village débat, enfin, qu'est-ce qu'on va faire de ces petits monstres-là? Est-ce qu'on doit s'en débarrasser ou au contraire? Alors là, on les laisse à la garde du frère en question. Et là, lui, les renvoie dans le bois en se disant, ils vont trouver leur mère, et moi, je vais retrouver finalement ma sœur de cette façon-là. Alors, c'est ça qui commence. Et là, je raconte ces histoires-là, j'ai beaucoup de plaisir à raconter ça, mais je suis obligé de raconter aussi les histoires chrétiennes de la même façon aux étudiants plus jeunes. Ils n'ont jamais entendu parler de la Sainte Vierge, du petit Jésus, des affaires comme ça. Je suis obligé de le raconter comme je fais pour les mythes de ce côté-là. Fin de la parenthèse. Je reviens à mon histoire. Là, entre-temps, le père de ces enfants mi-oursons et mi-humains cherche ses enfants, lui aussi, évidemment. D'un coup, il les trouve dans le bois avec ce type-là, avec le frère en question. Et là, évidemment, il veut l'attaquer parce que c'est ses enfants. Mais ce bonhomme-là est un chasseur émérite, tue l'ours. Hein? Et là, il arrive, il suit les enfants encore, et il arrive finalement au village où est leur mère. Et là, c'est un côté un peu cruel du mythe, mais j'y peux rien. Le jeune frère offre la peau de l'ours à sa sœur. Hein? Mais c'est la peau de son mari. C'est un drôle de présent, en tout cas. C'est peut-être pas... Là. Je ne sais pas si ça a été très apprécié. Mais en tout cas, là, elle revient avec lui, finalement, à son village. Et là, en tout cas, il y a des péripéties, ça finit plus. La sculpture qui est ici décrit en partie, en fait, ce que je viens de vous raconter. Il y a 2 ours dans la sculpture. Hein? Le premier, il est peut-être un peu difficile à voir, là. Il est ici. D'abord, oui, on pourrait dire qu'il y a 2 petits personnages en haut, mais en fait, il y en a 3. Il y a un troisième qu'on ne voit pas. C'est les 3 frères en question, hein, qui cherchent leur sœur et qui sont présentés un peu comme des sentinelles. Hein. Ils sont là en haut, là, puis ils regardent un peu partout. Et c'est le plus jeune frère, évidemment, qui découvre finalement les oursons et sa sœur. Hein. Alors, en dessous de lui, il y a un ours qui est représenté aussi avec une grenouille. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle est là, juste au-dessus de lui. Au-dessus de l'ours, c'est là. Et la grenouille est ici. Et là, l'idée, c'est que grenouille et ours, là, ça ferait un bon mariage. Ce serait 2 clans assez différents, donc ça serait bien. Mais notre ours qui a marié une femme, il est en bas ici. Vous voyez son œil ici? Et la femme en question est là. Puis les 2 petits oursons sont au pied, là.
Hein, les deux mi-oursons, mi-humains, là, ils sont de chaque côté de ses pieds. Alors donc là, on a un objet dans lequel le sculpteur connaît évidemment ce mythe-là, puis l'utilise un peu de façon un peu libre, mais il intègre toutes sortes d'éléments de cette histoire que je viens de vous raconter. Hein. Et c'est toujours de la même façon, c'est-à-dire que si on s'en tient simplement à des considérations trop esthétiques, on manque tout le temps le sens profond de ces objets-là. Il faut toujours aller un peu plus loin, essayer de trouver un peu dans quel contexte c'est raconté. Alors là, par exemple, ici, vous auriez, à première vue, on a dit, ah ben oui, mais ça, c'est très réaliste. Là, il a représenté un masque qui est simplement un masque qui représente un ours grizzly. Ça a été fait vers 1840, ça, et c'est au musée de Victoria. Mais là, les masques aussi, il faut bien voir à quoi ils servent. Il y a le chef Robert Joseph raconte ça. Il dit, dans mon enfance, il dit, les masques, il y en avait partout dans la maison. Il dit, on les trouvait tous les... On ouvrait un armoire, puis il y en avait un, puis etc. Et il dit, on nous faisait peur un peu avec ça. Il dit, on nous disait, si vous allez... Pour les petits-enfants, hein, de toute façon, peut-être que le Dr. Phil n'appuiera pas complètement, mais en tout cas, de toute façon, on leur disait, si vous allez dans la forêt tout seul, là, il y a des ours qui peuvent vous attaquer. Alors, les masques d'ours servaient un peu à ça, éventuellement. Et on leur parlait aussi d'une ogresse qui s'appelait la Tsonoqua, qui est une femme avec des yeux comme des charbons ardents un peu, et qui a l'habitude de prendre des enfants, de les mettre dans son espèce de hotte derrière elle, et de les manger tranquillement à la maison. Tu sais. Alors là, il dit, tous ces masques-là, il dit, nous faisaient peur un peu, puis il dit, I guarantee you that we're good kids. Moi, je comprends. Un système comme ça, c'était peut-être pas si mauvais. Alors, regardez, vous allez le retrouver. Ici, on retrouve l'ours dans un même petit bol comme tout à l'heure, sauf que tout à l'heure, c'était la grenouille. C'est le même système. Mais derrière l'ours, ici, il y a une Tsonoqua. La Tsonoqua est souvent représentée comme ça. Vous allez voir, je vais vous montrer d'autres exemples. Elle est représentée avec la bouche ouverte comme ça parce que le seul son qu'elle fait, c'est « hou, hou, hou » tout le temps. Attends, dans la forêt, tu sais, ça doit être épeurant d'entendre ça « hou, hou, hou » comme ça. Alors, elle a toujours la bouche un peu comme en rond comme ça. Elle a les yeux creux, les joues creuses aussi. Et elle a, dans les yeux en général, ça brille comme des charbons, là. Alors donc, elle fait vraiment peur, elle. Et là, je travaillais ça sur la Tsonoqua, etc. Puis je dis, mon Dieu, il y a un tableau fantastique d'Emily Carr qui représente la Tsonoqua. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un tableau que... Bon, alors, c'est pas une Indienne, Emily Carr, mais c'est quelqu'un qui a aimé beaucoup les objets faits par les Indiens et qui en parle d'ailleurs dans ses écrits d'une façon absolument merveilleuse. Là, ça s'appelle... le titre, c'est de Guyasdom Tsonoqua. Alors, elle le situe. Enfin, si on veut, ça nous donne un peu le village où elle l'a vu en même temps. Et ça a été fait, ça, vers 1930. Donc, c'est pas dans la période là, où elle s'occupait beaucoup de voyager chez les Indiens, etc. C'est plus tôt dans sa vie. Mais c'est quand même un thème sur lequel elle revient après longtemps. Et d'ailleurs, dans son livre qui s'appelle Clewick, c'est là qu'on trouve beaucoup de récits de ses rapports avec les Indiens. Clewick, vous savez, c'était le nom qu'on lui donnait, ça veut dire « celle qui rit ». Une des raisons pour lesquelles on l'a appelée comme ça, c'est qu'elle ne savait pas les langues, évidemment, des Indiens, et quand on lui adressait la parole, elle souriait un peu, j'imagine. Des fois, le rire est une façon de montrer de la gêne, et surtout de montrer ses dents. Il semble qu'au point de vue évolutif, le rire est une ancienne attitude agressive. Vous montrez vos dents. Mais là, après, ça s'est calmé un peu avec l'évolution. Mais alors donc, elle était un peu gênée, j'imagine. Alors, ils l'ont appelée Clewick à cause de ça. Et dans son livre, Clewick, elle parle de quelques rencontres comme ça avec la Tsonoqua, dont celle-ci. Alors, ce qu'elle raconte, elle dit qu'elle avait passé une mauvaise nuit. Alors, elle était dans un village d'hiver. Ça, c'est important à savoir, c'est qu'il y a des villages qui sont occupés uniquement à certaines saisons. C'est lié à la fois donc aux cérémonies en particulier. L'hiver, il y en a plus, on a moins de choses à faire. Alors, on fait les cérémonies religieuses en hiver, les midwinter cérémonies, etc. Et ensuite, alors, quand on a besoin d'aller à la pêche, etc., on se déménage dans un autre village, plus près de la mer, puis là, on fait notre travail. Alors là, quand elle visite le village, il est déserté. Il n'y a personne dedans. Et elle se promène, elle dit, sur un espèce de trottoir de planche, mais là, il y a ce qu'elle appelle des slugs. Des slugs, c'est des espèces d'escargots dégueulasses, des limaces. Et elle glisse sur une,
tombe par terre, puis là, elle dit, en regardant devant moi, je vois ça. Elle dit, je vois ce qu'on voit sur le tableau, c'est-à-dire une immense sculpture comme ça qui est au-dessus de moi. Alors, elle dit, quand j'ai crié « Oh » devant cette chose-là, elle dit, c'est pas juste parce que je m'étais fait mal, mais aussi parce que je vois tout d'un coup apparaître cette Tsunokoa. Hein? Alors là, elle est très bien présentée. En fait, elle est souvent présentée comme ça, avec les yeux très creux, ouverts, un peu effrayants, la bouche en forme de houx, là, comme ça, comme je vous disais, toujours les seins pendants comme ça, puis des fois, sur le dos, elle a une espèce de hotte. Et regardez, je pense avoir trouvé une photo assez semblable de celle que, disons, Émile Icare a pu voir, en fait. Hein. J'ai l'impression que c'est ou celle-là ou quelque chose de très, très semblable à ça. Hein, si je reviens. Et la photo est faite par un nommé Curtis, enfin, qui est un des grands photographes qui a photographié les Indiens à la fin du 19e siècle. Et alors, donc, c'est possible qu'elle ait vu cette photo-là aussi. Surtout qu'on a affaire à une peinture faite assez tard dans la carrière d'Émile Icare. Elle a aussi, bon, là, vous en avez un autre Tsunokoa ici, tu vois, avec les mêmes caractéristiques, sauf que là, elle est surmontée de toute une partie de totem, alors c'est plus compliqué. Mais disons, on la retrouve là, avec les oreilles détachées, les yeux creux, les joues creuses aussi, et toujours la bouche comme ça, les seins pendants. Enfin, elle est toujours représentée un peu de cette façon-là. Il y a une autre représentation chez Émile Icare qu'elle a intitulée aussi une Tsunokoa, mais là, semble-t-il, c'est une erreur. Vous allez voir pourquoi. Elle le décrit d'ailleurs comme une femme. Hein? Elle voit ce symbole-là qui est sur sa tête, comme ça, un petit peu comme des cheveux séparés ici au milieu. Hein? Mais en fait, c'est un serpent, hein, si vous regardez la tête qui est ici. C'est un serpent à deux têtes. En fait, c'est la Sea-Otul. Ça, c'est une espèce de serpent qui va dans les deux directions. C'est très dangereux, ça. Vous voyez arriver, il peut arriver par l'autre bout aussi. Alors, et là, et surtout, la chose importante, c'est qu'elle tient, mais ça, c'est un détail qui ne l'a pas frappé, elle ne savait pas ce que c'était. Elle tient ici un objet sous son bras, hein, que vous voyez là, qu'elle a très bien présenté. Et derrière, toute une série de petits chats là, qui apparaissent, parce que c'est la Tsunokoa of the Cats Village. Alors, c'est ça, quand les Indiens quittent le village d'hiver, puis qu'ils laissent les chats là, évidemment, les chats se débrouillent comme ils peuvent, puis ils sont très, très gentils quand ils voient arriver quelqu'un comme Émile Icare au milieu de l'hiver. Là, ils sont... Elle dit « They were very nice and feminine. They were very close. » Elle a un peu trop, peut-être, d'ailleurs, elle ne savait pas trop quoi faire avec. Alors là, elle a représenté donc le village abandonné derrière, et elle décrit ça comme une Tsunokoa. En fait, on a trouvé la sculpture dont elle s'est inspirée. Enfin, malheureusement, ma photo n'est pas très bonne, là. Mais voyez, elle tient dans sa main le même objet là, qu'on avait tout à l'heure, mais il est plus petit. Et en fait, ce n'est pas une femme, c'est un chef. Et ce qui tient, c'est ce qu'on appelle un cuivre. Hein? Et le cuivre, ça se présente comme un bouclier. Et en général, c'est un signe de richesse. Et les chefs les plus riches ont plus de cuivre, ont des cuivres comme ça, et ils se promènent avec, ils les montent avec fierté. Et là, par exemple, dans les cérémonies de potlatch, on reçoit les tribus voisines, etc., puis on veut leur en mettre plein la vue, là, on sort les cuivres, là, on les monte, puis on dit... Alors, puis là, il y a des fois, ils perdent un potlatch, alors parce qu'un autre donne un potlatch encore plus important, et là, ils perdent leur cuivre aussi. En fait, ça devient comme une espèce de monnaie d'échange ou une monnaie où aussi on concentre la valeur, en fait, des biens de la tribu dans un objet. Hein. Alors, c'est pour ça que c'est sans doute la représentation d'un chef, mais là-dessus, disons, évidemment, Émile Icare n'est pas une anthropologue, elle a vu et remarqué, regardez, on n'a pas aussi les mêmes caractéristiques, la bouche n'est pas celle de la Tsunokoa, les yeux non plus. Et là, quand on sait que c'est un homme plutôt qu'une femme, on arrive à comprendre, enfin, même dans sa propre peinture, on arrive à comprendre que ça peut être ça, et qu'au fond, ce qu'elle croyait être comme des cheveux séparés, comme ça, au-dessus d'elle, c'est un autre symbole de puissance, c'est le symbole de ce serpent à deux têtes, là, qui est représenté là. Hein. Et je termine avec cet objet-là, on vient à notre ours, mais là, l'ours est associé au cuivre. Hein. Ce qu'il a entre les mains ici, c'est ça. Et ça, c'est des figures, c'est des sculptures là, beaucoup plus grandes, qu'on mettait quand un chef reçoit la tribu des voisins à un potlatch. Vous savez ce que c'est? Le potlatch, en fait, c'est une espèce de grande cérémonie essentiellement ostentatoire de richesse. Une merveilleuse façon de régler des problèmes économiques puis des problèmes d'agressivité aussi. Au lieu de vous battre puis de vous tuer, vous donnez une fête dans laquelle vous écœurez votre voisin. Hein?
à force d'en mettre. Les gars viennent, puis ça finit plus. Ils ont des cadeaux tous les jours, etc. Ils repartent là, eux autres riches. Vous autres, vous êtes appauvris complètement. Mais vous avez gagné votre coup. Vous êtes les plus riches. Et là, c'est des sociétés à rang. Hein? Ce pas des sociétés de classe, les sociétés indiennes de ce coin-là. Alors, vous montez d'un rang. Vous êtes au-dessus des autres. Mais là, évidemment, vous êtes appauvris. Alors là, vous ne pouvez pas faire ça 2-3 fois. Alors, vous êtes invité ensuite chez l'autre, puis là, ça recommence. Là. Alors, vous faites circuler les richesses comme ça, et en plus, la rivalité d'un clan à l'autre, vous la calmez par des concours de richesses. Hein? C'est essentiellement ça. Alors, là, ce que ces figures-là, comme ici, faisaient, c'est que vous receviez vos invités, et vous aviez une grosse sculpture comme ça à l'extérieur, qui représente donc le clan de l'ours. Alors, c'est votre clan, évidemment, vous dites, c'est les ours qui vous reçoivent. Vous mettez, évidemment, le symbole du cuivre, parce que c'est un symbole de richesse. Et surtout, vous mettez entre ses jambes ici, Joe Crow, c'est votre invité, ça. Hein? Vous leur présentez lui comme un bébé, ou un petit, ou un pas bon. Hein? Vous le mettez le plus petit possible entre ses pattes, comme ça, pour dire... Alors, on appelle ça, d'ailleurs, ce genre de sculpture-là, on appelle ça des sculptures de rivalité. Hein? C'est-à-dire qu'on représente le chef invité comme un bébé, comme quelqu'un de pas bien important, de pas très riche, et on l'insulte, évidemment, en faisant ça. Alors, il dit, vous autres, la prochaine fois, je vous en donne un de ces potes-là, vous allez voir ce que vous allez avoir de l'air. Alors, vous déclenchez comme ça cette rivalité d'un groupe à l'autre. Et alors là aussi, on a un objet donc complètement politique, si on veut, hein, qui, à première vue, vous l'amenez comme ça dans un musée avec un petit label « Grizzly Bear with Copper, done by Kwakiutl Tribe ». Tu sais, ça a l'air de rien. Mais en réalité, quand on le place un peu dans le contexte que j'ai essayé d'évoquer, là, il devient plein de significations. Et en même temps, il est indicatif, en fait, d'une façon de concevoir les rapports humains dans la société qui sont intéressants, en fait, qui sont différents de nos solutions à nous autres, où on fait juste se battre à coups de fusil, des choses comme ça. Là, vous aviez une culture qui réussit à intégrer l'agressivité dans la rivalité commerciale. En fait, c'est essentiellement ce qu'ils font. Hein? Alors, j'imagine qu'on pourrait continuer comme ça indéfiniment. Ce que je voulais vous démontrer, justement, c'est par deux exemples, simplement, de voir comment, quand on parle d'art et de religion à propos de ces cultures plus anciennes, comment il faut voir ça de façon intégrée. Hein? Si on s'en tenait simplement à une espèce de commentaire esthétique, comment c'est bien fait, etc., on manquerait finalement le sens profond de ces choses-là, et surtout le sens que ces gens-là veulent leur donner. Hein? C'est ça qui est le plus grave, je pense, c'est que finalement, en les ramenant dans le musée, en les sortant du contexte, on leur enlève finalement leur signification profonde pour les gens qui l'ont produit. Hein? Et ce n'est pas un problème abstrait, ça. C'est un problème très concret qui se pose maintenant. Par exemple, je sais, j'ai fait partie d'un petit comité là, comme ça à la Galerie nationale, enfin au Musée des beaux-arts du Canada, où on s'est dit « Hey, on n'a pas de salle sur les Indiens dans nos... les Indiens ne sont pas présents dans nos salles canadiennes, c'est pas possible, etc. » Et là, il y avait deux possibilités. On va créer un petit aile, une petite section au début du musée. Là, vous allez voir tous les Indiens que vous voulez voir, là, nos touristes qui viennent là, vont être contents, là, ils vont voir tous les sauvages qu'ils voulaient, qu'ils imaginaient. Bon, puis après, on passe aux choses sérieuses. Là, on s'en va vers les groupes des sept, etc. On passe au grand art. Alors, ou de les tasser comme ça dans une salle, ou au contraire, de les distribuer un peu partout. C'est ce qu'ils ont choisi de faire maintenant. Alors, si vous allez à la Galerie nationale à Ottawa, puis vous promenez d'une salle à l'autre, vous allez voir tout d'un coup, à côté de Bordua et de Pellan, vous avez quelques sculptures Aïda, des choses comme ça, et ça a été mis. Mais là, le choix est vraiment esthétique. Hein? C'est-à-dire que vous n'avez plus de contexte, vous n'avez plus d'où ça sort. C'est beau, c'est des beaux objets, ils résistent bien, je pense, à côté des autres œuvres, il n'y a pas de problème à ce côté-là. Mais là, on se dit, quel sens que ça a? On réduit vraiment l'objet uniquement à sa qualité esthétique. Hein? Et comme on n'évoque pas du tout le contexte d'où ils viennent, d'aucune façon, sur le mur, par une photo ou quelque chose, là, on ne leur rend pas complètement service. Ça veut dire que le problème n'est pas facile à régler. Parce que supposons dire, non, on va faire ça, on va leur mettre le contexte, etc. Alors, pourquoi vous ne le faites pas aussi pour les salles où vous avez de l'orfèvrerie religieuse de la Nouvelle-France, que la plupart des visiteurs n'ont aucune idée de ce que c'est. C'est un ostensoir. Hein?
moi, dans mon temps, on était très bon dans la sacristie, hein, on connaissait tout ça, les burettes, puis ces affaires-là. Mais là, un étole, les gens ne savent plus ce que c'est, un corporal, etc. On connaissait tout ça parce qu'on servait à la messe, on savait où aller. Mais maintenant, tout ça est perdu. Alors là, on pourrait dire, bien, ces salles-là aussi, on a besoin d'avoir un contexte, il faut expliquer ce que c'est, etc. Là, jusqu'où on va transformer. Alors là, on a dit non. Un musée d'art, c'est un musée d'art, c'est pas un musée d'ethnographie ou quelque chose comme ça, ou un musée religieux. Alors, mais vous voyez que c'est difficile. Hein? Le problème n'est pas facile à résoudre et il est réel, je pense. Et on voit très bien, là, dès qu'on étudie ça un peu, c'est ça. C'est qu'on aurait une conception trop séparée du religieux, en fait, qu'on en a fait une entité complètement différente du profane, d'une part, puis ensuite, une conception beaucoup trop esthétique des objets. Et il y a un historien d'art allemand, Hans Belting, qui prétend, lui, que l'art, tel qu'on l'entend maintenant, est une invention récente. Hein? Puis si vous pensez à ça, c'est vrai, c'est-à-dire que si, au Moyen Âge, quelqu'un qui commande une Madone à un artiste, il ne commande pas une œuvre d'art, il commande une œuvre de dévotion. Hein? Et qu'elle soit belle, qu'il soit sensible à ses côtés esthétiques, oui, mais ça n'épuise pas le sens de cet objet-là. Hein? Et donc, on aurait là un effet pervers, si on veut, d'une décontextualisation des objets qui est tout à fait typique de notre culture à nous. OK, on arrête là. Et donc, la prochaine fois, je vais aborder une culture que vous connaissez un petit peu plus. Là. Je vais parler de la Nouvelle-France et des objets religieux anciens ici, dans notre contexte à nous. Alors, je vous remercie.